Alors, bon matin à la classe. Nous nous retrouvons ce matin pour un autre moment intéressant de discussion sur le droit climatique. Dans un chapitre 1, nous avons vu la crise climatique et notamment ses manifestations à travers des- un dérèglement climatique, un réchauffement de la planète et précisément à travers des phénomènes météorologiques extrêmes que nous observons quasiment partout sur la planète. Aux États-Unis particulièrement, on a des tempêtes, des cyclones et des ouragans impressionnants qui dégagent et détruisent tout sur le passage et qui emportent des vies humaines. En Europe, on est marqué par des canicules, de grandes sécheresses qui entraînent le départ des feux de forêt et qui détruisent aussi tout sur leur passage. Et ces canicules qui causent de milliers de décès. Je crois que j'ai vu un chiffre là, on parle de plus de 70 000 morts depuis quelques années causés par les canicules en Europe. Donc c'est inquiétant, ça nous rappelle les 100 000 morts dans les années 1970 que le Burkina Faso a enregistré à cause de la sécheresse. Alors donc, la crise est là. La crise est là et les scientifiques nous disent qu'elle a été causée par l'industrialisation qui a démarré dans les années 1850. C'est la conséquence de l'industrialisation. Et si la situation n'est pas maîtrisée, nous allons vers le pire, c'est-à-dire que nous allons vers une terre inhabitable, dont l'enjeu, c'est de freiner le réchauffement climatique. L'enjeu, c'est d'éviter le pire. Et donc, le droit a été mis à contribution pour apporter une solution à cette question qui est désormais globale. Alors, la réponse du droit a commencé par se construire à l'occasion du sommet de Rio en 1972, où à l'issue de ce sommet, les participants, la communauté internationale, a cru devoir élaborer la Convention mère, le cadre général de lutte contre les changements climatiques, appelée la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc cet instrument posait les fondements de la réponse internationale à la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Mais cet instrument allait être, qui posait juste les jalons de la réponse juridique, allait être complété par deux protocoles, notamment le protocole de Kyoto, qui avait cette particularité qu'il ne concernait que les pays riches, industrialisés, responsables, et cette problématique, ce qui était d'ailleurs juste. Mais, et puis, le protocole de Kyoto recommandait à ces États des engagements chiffrés. Sauf que la solution, deux problèmes avec Kyoto. Premier problème, c'est que ben, un problème planétaire ne peut pas être résolu rien que par des États riches. Ça, c'est la première constatation. Donc, toute leur bonne volonté et tout leur argent
ne pourrait pas suffire à résoudre un problème planétaire. Donc, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Donc, c'était le premier problème. Deuxième problème à Kyoto, les plus grands pays pollueurs n'ont pas participé à cet effort des pays riches, entre autres les États-Unis, la Chine et, et l'Inde. Et donc, une solution où les plus grands pollueurs n'étaient pas partie prenante n'était donc pas viable. Donc, très naturellement, Kyoto allait montrer ses limites. Alors, il devenait urgent de ramener, et là, on n'a pas parlé du cas de l'Afrique qui a aussi boycotté Kyoto. Alors, donc, il fallait ramener les résistants, les défaillants, les absents, tout le monde à table pour construire un nouvel instrument juridique inclusif. Et donc, une nouvelle rencontre internationale était incontournable et cette rencontre a eu lieu à Paris en 2015. En 2015, on a adopté l'accord de Paris qui a permis de ramener tout le monde, de faire que tout le monde tombe d'accord enfin sur un régime international de lutte contre les changements climatiques. À Paris, on s'est entendu qu'il fallait ramener le réchauffement climatique de 5 à 2 degrés, voire à 1 degré Celsius. Et à Paris, justement, on a élaboré des stratégies d'atténuation et d'adaptation, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, ce matin, nous allons parler des stratégies de lutte contre les changements climatiques qui ont été adoptées justement à Paris. Et là, parmi les stratégies internationales, deux principales stratégies ont émergé, nous l'avons déjà dit. On a beaucoup parlé de l'atténuation. Tout a commencé par l'atténuation, la nécessité d'atténuer, de diminuer significativement nos émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant de changer nos modes de vie et de décarboner nos économies. Et donc notre industrialisation, de passer à une économie verte, à une industrie plus verte, dont l'atténuation a été la première stratégie, mais avec l'accord de Paris, on a compris, et notamment pour les pays les plus vulnérables au changement climatique, qu'il fallait adopter une seconde stratégie, celle-là, c'est l'adaptation. Comment s'adapter face aux conséquences de la crise climatique? Comment les pays les plus vulnérables pourraient se protéger et vivre avec ces phénomènes naturels devenus incontrôlables? Donc, c'est l'enjeu de ce chapitre. Donc, deux principaux concepts seront mobilisés, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Alors, nous l'avons dit, l'atténuation, c'est cette intervention humaine qui vise à réduire les sources et émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à renforcer les puits de gaz à effet de serre, notamment les océans, les forêts. L'adaptation, quant à elle, c'est un ensemble d'initiatives et de mesures qui sont prises pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des systèmes naturels et humains aux effets prévus ou imprévus des changements climatiques. Et je vous ai posté quelques vidéos la semaine passée concernant
un certain nombre de pays, notamment africains, qui connaissent des, qui connaissent, qui connaissent certains phénomènes. Alors, on a vu, par exemple, au Kenya, au Cameroun, avec les inondations, et puis la question, c'est de savoir comment nos sociétés se préparent, comment nos sociétés se préparent, ou comment nos sociétés affrontent ces problèmes. Bien. Alors, donc, nos sociétés se réchauffent, la température augmente. Donc, à chaque fraction de degré de réchauffement, les effets des changements climatiques deviendront plus fréquents et plus intenses. Et donc, pendant que la flèche de la température monte progressivement, comme la température de notre bébé quand il est malade, quand ça monte à 41, on commence à paniquer, on court à l'urgence. Donc, pendant que la température monte progressivement, l'adaptation devient plus difficile et plus coûteuse. Donc, la facture devient plus salée pour les populations et pour les écosystèmes. Donc, pendant que la température grimpe, la situation s'empire. Les conséquences deviennent de plus en plus dramatiques. Et là, ça commence déjà à nous expliquer le contentieux. Pourquoi la société civile va réagir? Parce que d'une part, voyez-vous, la température augmente, les conséquences deviennent plus pires. Et la société se mobilise contre les États, va se mobiliser contre les États pour inaction. Voilà, c'est le président français qui l'avait dit. On l'a vu lorsqu'on étudiait la responsabilité environnementale, il disait notre maison brûle, Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc la maison est en train de brûler, il y a feu, la planète est en feu, mais nous ne faisons rien. Et ça justifie amplement que les États soient traduits devant le tribunal du climat. Alors, on parlait d'urgence dans les sociétés occidentales qui vont traduire leurs États devant les tribunaux climatiques. Mais l'urgence est particulièrement grande aussi pour les pays en développement et notamment les pays africains. Alors, ils ressentent déjà ces pays les effets des changements climatiques en raison du combinaison de facteurs dont la situation géographique, les conditions climatiques, leur forte dépendance à l'égard des ressources naturelles et leur capacité limitée à s'adapter à un climat changeant. Alors on nous dit, et ça je l'ai mis en vert, en jaune je l'ai mis parce que je voulais insister là-dessus étant donné que ça concerne directement l'Afrique. Enfin, ça me semble concerner les pays verts et les pays riches. L'adaptation est particulièrement importante pour les femmes et les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les minorités ethniques, les peuples autochtones, les réfugiés, les déplacés.
Donc, le changement climatique continuera d'avoir un impact sur notre monde pendant des décennies en raison de l'énergie déjà piégée dans le sommet. Donc, il paraît que lorsque ces gaz s'accumulent, ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour se dissiper. Donc, c'est pas un phénomène, c'est pas un phénomène qui, sur quelques années, disparaît. Non. Donc, ça prend des décennies. Donc, on est plongé dans une longue crise. Donc, cela signifie que la réduction des émissions n'est qu'une partie de notre réponse au problème. Parce que ce n'est pas un phénomène qui disparaît comme lorsqu'on donne une perfusion pour baisser la température du malade. Et donc, l'adaptation devient nécessaire pour limiter les effets et préserver les populations et la nature. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le mécanisme d'adaptation. Alors, donc, c'est un mécanisme qui vise à réduire la vulnérabilité des populations, à accroître leur résilience, ainsi que la résilience des écosystèmes face aux impacts des changements climatiques, comme les vagues de chaleur ou les inondations. Et là, tout de suite, on va s'intéresser aux images que nous avons vues de Kinshasa et Yaoundé de Douala pour se demander comment, comment ces phénomènes sont gérés. Quelles sont les actions qui sont prises pour que les populations puissent faire face à, à ces phénomènes climatiques. Alors, donc, de manière générale, les mesures d'adaptation incluent la plantation des arbres, l'amélioration des infrastructures pour gérer les précipitations, la restauration des milieux naturels, des approches de planification du territoire. Qu'est-ce qui est donc? Quelles sont les actions qui sont prises à Yaoundé, à Abidjan, à Kinshasa contre les inondations? Alors, la classe, je vous écoute. La vulnérabilité. La- Alors, la classe, je vous écoute. What has been done? What action has been done? Alors, donc, les mesures d'adaptation, alors quand je prends le cas de Douala ou de Yaoundé, parce que c'est chez moi, qu'est-ce qui est fait? On aurait tendance à dire que rien n'est fait. Ou peut-être que ce qui est fait est tellement insignifiant que on a du mal à mesurer la portée. On voit bien, pendant les catastrophes, les autorités administratives se déployer, mais d'année en année, le phénomène revient.
Donc, les mesures d'adaptation, bon, écoutez, le constat international a été fait. On a vu que les pays africains sont très vulnérables, et notamment en l'absence de mesures d'adaptation. Le constat est là. Donc, très clairement, on ne fait pas grand-chose. Rien n'est fait. Alors, donc, ces mesures peuvent aller à la plantation de variétés culturelles plus résistantes à la sécheresse. Ça veut dire qu'au Sahel, par exemple, on peut penser à des cultures très résistantes à la sécheresse. Donc, on change de pratique agricole. Mais il serait intéressant l'amélioration des informations climatiques et des systèmes d'alerte précoces. En passant par la construction des moyens de défense plus solides contre les inondations. Système d'alerte précoce, nos pays devraient se doter de ce système. Je crois que, et ça doit être financé, je crois, par les, par les Européens, je pense, parce que c'est eux qui s'intéressent davantage à ces choses-là. On a un volcan là-bas au Cameroun, le mont Cameroun, qui est souvent en éruption là, mais on voit les Occidentaux toujours venir là-bas pour, ils doivent avoir installé des systèmes d'alerte pour, voilà, lorsque ce mont en ébullition, on dit aux populations de fuir, par exemple. Donc, ils ont installé des systèmes d'alerte précoces pour ce volcan, ce dangereux volcan-là. Mais qu'en est-il? Mais j'ai bien dit il. Les chercheurs occidentaux, c'est eux qui viennent là-bas. Mais qu'en est-il des inondations? Donc, peut-être ils sont plus intéressés par les volcans que par les inondations à Douala, à Yaoundé et à Kinshasa. Donc, il y a cette absence de système d'alerte précoce. Et la nécessité de construire des moyens de défense plus solides pour nos villes. Alors donc l'ENA va conseiller son premier ministre ou son ministre pour leur dire que, ben, écoutez, monsieur le ministre, voici ce qu'il faut faire pour la belle cité de Kinshasa. Donc, à mesure que les effets du changement climatique s'accélèrent, notamment les conditions météorologiques plus extrêmes et l'élévation du niveau des mers devient de plus en plus urgent pour les pays et les communautés de s'adapter. Vous voyez? Alors que ces phénomènes s'intensifient, mais nous, on ne bouge pas, on ne fait rien, on subit. L'adaptation se heurte à des défis tels que l'insuffisance des moyens financiers. Et le problème avec nous, ça se situe là. Le manque de connaissances et les contraintes institutionnelles, en particulier dans les pays en développement. Oui, Léna. Ok, merci beaucoup pour la parole, docteur. Euh, je vous écoute et je réfléchis un peu par rapport à toutes les mesures d'adaptation ou de résilience que les communautés africaines peuvent mettre en place. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait aussi un accompagnement de la société civile, des communautés, comme ça se fait par exemple pour les questions de droits de l'homme. La communauté a tellement été, la communauté africaine a tellement été
formés, il y a tellement eu de mouvements des sociétés civiles pour lutter contre toutes les violations des droits de l'homme, tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud comme apartheid, on en est arrivé au point où même les communautés déjà de base savent être alertées. Alors, pour les questions écologiques, si on arrive aussi à suivre le même système, à ce que, comme vous avez parlé des systèmes d'alerte précoce, que ce soit les communautés qui soient déjà avisées, alertées, sur des petits et qu'on arrive à à faire remonter l'information progressivement, je pense que ce sera aussi une bonne solution. Parce que bon, souvent, les premières qui sont réellement affectées, ce sont les communautés à la base, hein, qui n'ont pas souvent suffisamment de moyens d'être pris en charge. Donc, si on les associe à la question écologique, non seulement des inondations, donc la déforestation, les effets de la déforestation, les effets quand on brûle les forêts pour chasser le gibier, que ça a des effets, tout ça, peut-être que on pourrait avoir des meilleurs résultats. Je réfléchis juste. Ben, écoutez, je pense que vous réfléchissez bien, ça a beaucoup de sens ce que vous dites là, ça a beaucoup de sens, effectivement, associer les communautés, ça a beaucoup de sens, et même internationalement, c'est recommandé. On va davantage parler des savoir-faire autochtones dans la protection de l'environnement et du climat. Il faut en tenir compte. Donc, il faut effectivement les associer parce qu'elles sont les premières victimes. Alors, mais cela suppose, parce que pour les entraîner, cela suppose en amont que l'État, c'est l'État qui doit déployer encore, c'est l'État qui doit encore déployer un certain nombre d'initiatives pour que les communautés se réveillent sur ces enjeux. Donc, ou la société civile, comme vous avez dit, ou la société civile qui est dynamique et qui accompagne les communautés notamment, ou qui suit, ces questions. Donc, on va penser à des ONG, la création des ONG de plus en plus spécialisées sur ces enjeux dans nos pays et qui travaillent avec les gouvernements. Oui. Alors, donc, parmi les solutions, l'aménagement urbain, on plante des arbres partout, il y a des petites forêts. Il y a des petites forêts partout là. Création d'espaces verts pour rafraîchir les zones urbaines et l'air ambiant. C'est par exemple le cas du Canada. Alors, des matérialisations, des remplacements de surfaces imperméables, béton, asphalte, par des matériaux perméables pour mieux gérer. Les eaux pluviales et réduire le ruissellement. Alors, je parlais du cas de, de Douala, de Yaoundé ou de Kinshasa. Au niveau de l'aménagement urbain. Alors donc, il y a aussi comme solution la gestion de l'eau, réfection des réseaux d'égouts, amélioration des infrastructures pour faire face aux épisodes plus intenses, récupération des eaux de pluie, restauration des zones humides. Vous voyez, il y a tout un travail, il y a tout un travail qu'il faut faire. Et là, vous voyez qu'au au niveau du ministère de l'Environnement, je pense, dans nos ministères de l'Environnement, ça prend des gens qui sont très bien formés,
des gens qui connaissent leur travail. Au niveau du ministère de l'Environnement ou bien dans nos communautés, les mairies, dans les mairies et autres. Parce que dans la plupart de nos pays, ces questions relèvent aussi des mairies. Alors, on parle des infrastructures telles les bâtiments. Bon, je ne suis pas sûr que ça nous concerne tellement dans les pays africains, mais bon. Isolation des bâtiments, amélioration, construction, résister à hautes températures. Je crois que ça concerne davantage les riches. Relocalisation des structures menacées par l'élévation du niveau des mers, comme c'est le cas dans certaines zones côtières. Donc, à Abidjan, par exemple, la question de la relocalisation se pose dans les zones en danger. Oui, Batoni. Oui, je voudrais dire qu'on les relocalise pas vraiment. On les met en demeure de partir, parce que c'est vrai que les quartiers précaires, c'est toujours en contrebas. Et donc, c'est le bassin naturel pour que les eaux de pluie, les inondations. Mais il n'y a pas de plan rationnel progressif pour... alors, c'est sûr qu'on parle de construire des maisons, des logements sociaux, tout et tout, mais quand c'est dominé par l'idée de lucre, bien entendu, on se rend bien compte que la philanthropie, bon, elle est que de bouche, elle n'est pas vraiment dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'on fait également? J'ai essayé de regarder la question. Tout ce qu'on envisage, nous, ici, de faire, l'actualité récente avant-hier, c'est qu'on a une nouvelle trouvaille, c'est regarder le transport comme un des moyens de lutter. Alors, il parle de résilience climatique à travers un projet révolutionnaire, puisqu'on veut passer maintenant aux voitures électriques. Et pour ça, bien entendu, c'est séduisant. Hein. Bien entendu, on veut doter notre administration de 5050 véhicules électriques avec à terme parvenir à être autour de 10% du parc national, mais c'est 11 milliards de francs. Ces 11 milliards de francs appellent l'appui des bailleurs de fonds, donc c'est un endettement encore. Alors, est-ce que les voitures vertes, là où vous connaissez la Côte d'Ivoire avec toutes les... Enfin, est-ce que les voitures vertes, c'est une des solutions, mettre autant d'argent, mais en tout cas, ce qui est sûr, alors, oui, il y a des projets, il y a des petites, enfin, il y a des mesurettes, hein, j'appelle ça des mesurettes. Bon, il vaut mieux qu'elles existent que pas du tout, il y a des mesurettes. On lutte effectivement, il y a des travaux au niveau des routes pour agrandir les caniveaux, pour essayer de dégager les abords des routes. On plante, oui, quelques arbres ça et là, mais je ne sais pas si c'est suffisant et j'ai décidé de m'intéresser à la question plus en profondeur. Donc la prochaine fois, je pourrais je pourrais vous en dire plus. Mais ce qui est sûr, la fierté ivoirienne est mise en branle, elle est mise en étendard, puisque ce dont je vous parle, la dotation de notre parc auto, puisque les transports aussi est le troisième vecteur de l'émission de gaz à effet de serre. Alors, plutôt que d'en regarder l'efficacité, déjà, c'est la finalité avec, bien entendu, ce que vous allez me permettre de vous redire, parce que ça, je l'ai relevé pour montrer un peu notre fierté, voilà. Ce projet va positionner la Côte d'Ivoire comme pionnière sur le continent dans la transition vers une administration verte. Sa réussite nécessite l'appui, voilà. Donc, euh, on a aussi ça, un peu, ce désir d'innover sans prendre le temps de voir si c'est vraiment efficace, mais voilà, on veut innover, on veut être le pionnier, on veut être reconnu comme tel, on veut de la visibilité, on veut, voilà, toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que cette chose doit être prise isolément ou au contraire, il n'y a pas de coopération entre les différents ministères avec les différentes structures puisque nous sommes
organisations communautaires? Est-ce que c'est porté par la communauté ou au contraire? Mais là, ça me semble une démarche solitaire de la Côte d'Ivoire, bien entendu, pour être regardée comme pionnière. Et puis quand les autres sont à la traîne, on se sent mieux, même si les résultats sur le terrain ne sont pas ce qu'on espère. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Ben, écoutez, très belle analyse, très belle analyse. Et puis, vraiment, on souhaite que vous vous spécialisez même dans ce domaine, hein. Bon, Parce ben, je que, pense que grâce à vous, avec vous, bon, ça va le faire. Ça va le faire. parce que justement, vous pouvez conseiller utilement le gouvernement ou le critiquer selon votre position. Et vous notez très bien qu'on voit des choses qui sont faites. On peut bien voir que le gouvernement essaie de faire des choses, mais la question c'est que est-ce que c'est suffisant ou est-ce que, vous voyez, alors quand vous me parlez de ces investissements-là sur 11 milliards. l'atténuation, hein, sur 11. l'atténuation, sur l'atténuation au changement climatique, on se demande mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cet argent dans l'adaptation? Hum, hum, hum. Voyez? Donc, à l'international, le gouvernement est bien vu. Voilà, c'est un gouvernement qui s'aligne sur les changements climatiques et tout ça. Mais de l'autre côté, s'ils mettaient cet investissement-là dans l'adaptation, ce serait bien vu par les populations. Cette fois-là, c'est les populations qui verraient d'un bon œil leur gouvernement. Ou alors, est-ce que le gouvernement ne peut pas miser à la fois sur l'atténuation et l'adaptation? A-t-il les moyens de faire les deux? Donc voilà, c'est très intéressant pour vous d'observer le positionnement de votre gouvernement sur ces enjeux ou sur cet enjeu. Merci beaucoup, Bâtonnier. Le prof. Oui, oui, Maître Dany. Bon, en tout cas, à la suite de la réflexion du bâtonnier, il me revient une réflexion que j'avais depuis un certain temps, hein. Parce que vous avez parlé aussi des mesures d'atténuation en disant est-ce que les États ne penseraient pas atténuer et tout. Je m'interroge sur la réalité sur terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a la possibilité d'accentuer les recherches sur les énergies vertes tout en oubliant l'exploitation des autres ressources minérales? Parce que quand vous regardez les substances, des substitutions auxquelles les industries sont en train de se diriger, c'est vrai, on quitte du classique. Il y en a qui parlent de lithium, du cobalt, de ceci, et on cherche maintenant vers les minéraux de substitution. Mais ces mesures de substitution, généralement, impliquent une exploitation. Et cette exploitation induit une dégradation de l'environnement. Ça veut dire qu'il faut faire des recherches, il faut. Autant qu'on voudrait aller vers les énergies renouvelables, autant on intensifie les méthodes et les modes de recherche. On peut dire que c'est des méthodes adaptées, il faut les industrialiser ou les moderniser, mais on utilise de plus en plus de substances autant toxiques pour faire certaines recherches, pour faire des composés ou des expériences chimiques et autres. Donc, plus on va vers l'amélioration, entre guillemets, des énergies, plus on accélère les méthodes de recherche qui deviennent de plus en plus vulnérables pour l'environnement. En fait, c'est une réflexion que je suis en train de mener un peu dans ce sens. Alors, je me dis, est-ce que ça ne serait pas un risque dans l'autre cas? C'est-à-dire qu'on pense résoudre un problème en accentuant un autre qui existait déjà. Voilà un peu. Oui, vous avez parfaitement raison. Et puis, on peut se demander mais est-ce que quand on fait le calcul, le coût et avantage, alors est-ce qu'il ne serait pas plus avantageux de passer aux solutions de substitution
en termes de dégradation, c'est-à-dire que cette transition-là devrait entraîner, diminuer nos émissions. Oui, mais je crois que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de passer à des modes qui diminuent sensiblement nos émissions. Et là, est-ce que le calcul, c'est pas que en adoptant ces substituts-là, ces méthodes de substitution, on pollue moins? Peut-être que c'est ça le calcul qui est fait. On va moins polluer que le modèle sur lequel nous sommes aujourd'hui, à savoir l'utilisation des énergies fossiles. Alors, quels sont les défis liés à l'adaptation au changement climatique? Plusieurs défis. Premier grand défi, la disponibilité du financement. Le nerf de la guerre, l'argent. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire que nous venons de discuter, on s'est dit, alors le gouvernement va investir 11 milliards, je ne sais pas combien de milliards là, pour s'acheter des véhicules électriques. Et la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il ne pourrait pas mettre autant, voire plus, pour protéger les populations, pour les relocaliser, pour construire son système d'alerte précoce? Ou alors, est-ce qu'il ne pourrait pas faire les deux? Alors, est-ce que l'État, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les pays africains ont l'argent pour faire les deux? Donc, il y a la question du financement. Il faut l'argent. Donc, on estime que les besoins financiers des pays en développement en matière d'adaptation sont 10 à 18 fois supérieurs au flux actuel de financement public. Donc, les besoins sont très grands alors que l'argent est peu. Donc, et comme le disait Léna, il est également nécessaire de donner aux communautés, celles qui sont en première ligne du changement climatique, les moyens d'agir au niveau local et de manière appropriée aux conditions locales. Donc, il y a un investissement à faire dans les milieux ruraux. Mais toute la question, c'est d'où viendra l'argent? Un autre défi scientifique, le manque d'informations et de connaissances. Donc, il y a toute une expertise scientifique à construire. Alors, donc, j'imagine, c'est pas moi, je n'ai pas travaillé dans un gouvernement, je n'ai pas été conseiller du ministre ou du président. J'imagine qu'on devrait donner des bourses, pourquoi pas, pour former. Il y a des gens là qui doivent être formés là. Ou on les forme à l'étranger, ou on crée sur place des grands instituts pour les former. Sur les scientifiques du climat, il faut les former. Ou on les forme à l'étranger parce qu'on a les moyens d'envoyer quelques-uns, mais je ne suis pas sûr que c'est bénéfique. Parce que quand on va même les envoyer après la formation, ils peuvent rester là-bas. Est-ce que ce ne serait pas bénéfique de créer ces instituts-là sur place, les doter des moyens et former nos scientifiques?
Allô? Oui, 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 mais bâtonnier. oui, professeur, ça pose encore un autre problème, un problème de planification, en supposant qu'aujourd'hui, nous ayons conscience du péril climatique. Et en embouchant la même trompette que vous, on va commencer à essayer de penser une formation. Mais jusqu'à quand cette formation va être dispensée pour être maîtrisée, pour être après? Eh ben, pendant ce temps, on subit les affres qui va en plus aller crescendo. Je crois que nous avons des scientifiques. Je pense que Mhm. dans tous les secteurs d'activité ou dans toutes les disciplines de par le monde, on a quand même des Africains. Et, bon, je regarde aussi les Camerounais. Vous êtes champion pour la connaissance et dans tous les secteurs d'activité. Je ne serais pas surpris de savoir qu'au Groenland, il y a peut-être des Camerounais qui sont en train d'apprendre, je ne sais pas. Bon, je veux dire, oui. Est-ce que ce problème climatique, c'est maintenant qu'on en a conscience? Est-ce qu'on ne devait pas penser la planification? C'est peut-être maintenant que ça s'est accru, mais on a bien des météorologues, on a bien des gens dans nos pays qui contrairement à nos ancêtres, ne regardaient pas le ciel pour deviner qu'il allait pleuvoir, mais ont des instruments de mesure, tout et tout. Bon, c'est vrai aussi que ces instruments de mesure, bon, mais je veux dire qu'on a des météorologues, on a des gens, on peut faire de la formation, mais ça reste encore un problème de planification, surtout maintenant avec le manque de financement. Penser une formation, penser des grands centres d'apprentissage, tout ça, c'est encore de l'argent. S'il n'y avait pas en dessous de tout ça le risque de captation d'une partie de cet argent, on aurait pu dire banco. Donc, je pense qu'on est dans la quadrature du cercle parce que ça manque de prospective, ça manque d'initiative, ça manque de prospective et ça manque de vision. Alors oui, c'est une solution, mais ça reste une solution théorique, ce que vous dites. Maintenant, est-ce qu'à l'inverse, parce que je suis Cassandre, est-ce qu'il faut rien entreprendre? Bon, je pense qu'il faut entreprendre, mais il faut que les choses soient un peu plus claires et que la sensibilisation sur le climat soit de plus en plus forte dans nos pays. Il faut qu'on nous dise que c'est comme le Covid-21. Parce que quand les gens ont le sentiment qu'ils vont mourir et qu'ils meurent effectivement, je pense qu'ils prennent certainement... mais là, on ne voit pas venir, on est un peu plus chaud que d'habitude, mais je pense qu'il y a toutes ces choses conjuguées à faire qui peut-être peuvent donner de la consistance à ce que vous dites pour dire, voilà, construisons, voilà. Mais le vrai problème, est-ce qu'on a l'argent? Et même quand on a l'argent, est-ce que c'est ça qui est la priorité? Voilà, encore une fois. Bâtonnier, je vous conseille vivement de faire votre thèse de doctorat en droit de l'environnement. Vivement. Mais ça, Vous êtes, c'est ce que... vous êtes très à l'aise, vous êtes très à l'aise sur ce terrain et c'est ce que je vous conseille. Bon, d'accord. Je vous le conseille vivement. À condition que vous... Voilà, à condition que vous soyez Dans le coup. Ben oui, dans le jury. ben oui, ben oui, je vous le conseille vivement que vous Bon, développiez cette expertise, développer cette expertise et comme ça, vous pourriez être efficace dans votre pays. bon. Mais en tout cas, ça reste posé, quoi. Il y a une espèce de sinistrose là dans laquelle on est et on ne sait pas par quel bout on sort, quoi. Donc, certains pays sont plus avancés que nous. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas. Il me semble, et c'est vrai aussi, il me semble que ces questions nouvelles, enfin nouvelles, ces questions à l'acuité nouvelle sont regardées sous le prisme de la possibilité d'avoir du pognon. Voilà. On sait que les Blancs, on va dire ça comme ça, sans que ce soit péjoratif, les Blancs sont sensibles à la question de l'environnement. Donc, on va aller présenter des projets pour dire, voilà, l'environnement, l'environnement. Et puis, est-ce qu'on le fait vraiment? Ça, je ne peux pas dire. Je ne veux pas tirer sur mon pays de façon inconsidérée, mais je me dois également d'être aussi, voilà. Donc, je veux dire, on a le sentiment que c'est à la mode. Et quand c'est à la mode, ça dure le temps de la mode. Il suffit qu'une autre catastrophe pointe du nez ou d'autres périls, et puis on s'en va de l'autre côté. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi? Est-ce que les choses sont prises à bras le corps? Je pense qu'on gère aussi au cas par cas. Donc, toutes ces questions-là, ramenées à votre interrogation, ça fait qu'il est difficile d'y répondre de façon... Voilà, il est difficile d'y répondre.
même quand on veut être optimiste, on est un peu pessimiste. Et puis on voit la mort au bout, quoi. On voit la mort au bout. Donc voilà. Excellent, excellent bâtonnier. Gardez un intérêt pour ces questions. Très bien. Très bien, professeur. Très bien. Très bien. Bien. Alors, donc, les contraintes institutionnelles et de gouvernance constituent un autre problème majeur, vous l'avez dit. Vous voyez, on pointe du doigt ici le problème de coordination entre les secteurs, les niveaux de gouvernement, le manque d'expérience et de connaissances spécialisées que j'ai pointé, par exemple. Là. Donc, il y a du travail à faire. Et l'ENA a bien parlé des sociétés civiles, vous voyez. Parce que parfois, le gouvernement, c'est des hommes comme vous et moi. C'est des hommes comme vous et moi qui sont limités, parfois limités à leur propre domaine, leur propre expertise et tout ça là, mais qui doivent gérer tout. Ça signifie qu'il faut qu'ils soient épaulés. Ils doivent être épaulés par des gens qui sont compétents dans d'autres domaines pour que les choses se fassent. Donc, parfois, si dans le gouvernement, là, il n'y a pas de spécialistes, machin comme ça, là, ben, le gouvernement passe à côté de certaines choses, passe carrément à côté. Parce qu'il n'y a pas d'experts, parce que le gouvernement n'est pas bien conseillé par des experts. Ce n'est pas toujours parce que nos dirigeants sont de mauvaise foi, mais s'ils ne sont pas bien conseillés, voilà, l'action gouvernementale dans tel domaine peut être très critiquable. Donc, le rôle des conseillers, Maître Dany. Oui. Non, je vous suivais. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'objectif mondial en matière de l'adaptation est un élément clé, justement, de l'accord de Paris. On pourra dire que c'est... Docteur, j'avais pas une préoccupation, mais un commentaire. Ah oui. Allez-y, Maître Nadine. Allez-y. Oui, merci beaucoup, docteur. J'ai suivi religieusement les interventions de l'honoré bâtonnier, de Maître Léna qui est parti. Et à la fin, je me pose une question substantielle sur la question de gouvernance. Parce que aujourd'hui, nous vivons d'une dépendance aussi dans le domaine de la recherche. Hein. C'est vrai, on peut avoir, comme monsieur le bâtonnier le disait tout de suite, il y a des Africains un peu partout et qui sont experts dans plusieurs domaines. Mais il se pose aussi un problème de domestication de ce droit, en fait. Voilà, si je peux dire. Ça veut dire que nous sommes héritiers d'une vision qui est imposée pratiquement. Et ça fait que cela a un coût sur même le domaine de la recherche qui est évalué selon que ça soit la bonne période ou pas, selon que le thème soit sexy ou pas, excusez-moi le terme, un peu pour dire, Maître Léna disait, bon, on devrait voir les acteurs de la société civile sur les questions environnementales, et ça va de soi. Mais est-ce que cela devrait venir de la base vers le sommet ou du sommet vers la base? Tout ça, ça dépend de la manière dont
chaque État africain conçoit comment dire, sa gouvernance environnementale. Pour ne même pas parler de la gouvernance continentale. Parce que arriver à mettre le tout sur un même cadre, sur une même vision, une vision continentale, on devait d'abord s'assurer que chaque État a bien nettoyé devant sa parcelle pour qu'on vienne un peu en parler au niveau continental. C'est vrai, l'expertise, on peut toujours en avoir parce qu'il y en a, mais moi je pense que la société civile, parce qu'on en parle, devrait jouer un vrai rôle d'influenceur des décideurs. Sans cela, nous serons en train de parler de la recherche parce que même au niveau des organisations non gouvernementales, il y a des projets de recherche qui sont mis en œuvre. Mais est-ce que ces projets sont souvent des projets qui, qui, ont, qui, qui jouent un rôle? C'est des projets de 2 mois, 3 mois, qui n'ont vraiment pas d'incidence sur la réelle problématique. Et moi, je pense que sur le terrain, on devrait vraiment faire de la question environnementale d'abord une question de l'heure avant que nous puissions aller sur la question de sensibilisation, sur la question. Pour moi, on devrait, comme le use Cogens, on le dit de manière globale, c'est une question contraignante. Et dès lors que nous ne verrons pas la question environnementale faire l'objet d'une réelle contrainte, on sera en train d'en faire une question subsidiaire alors qu'elle est une question fondamentale au même titre que toutes les questions de gouvernance. C'était ça mon commentaire. Ben, et ça m'a fait penser justement, votre commentaire, je me suis dit que mais cette dame qui parle, est-ce que son cabinet ne pourrait pas se spécialiser sur ces questions? C'est ce que je me suis dit, mais est-ce que... Alors, parce que j'imagine, je vois un peu la nécessité d'interagir avec les gouvernements africains. Et là, on a parlé de la société civile qui interagit avec les gouvernements africains pour faire avancer les choses. Une nécessité. Voilà. Et donc là, vous êtes bien placé pour orienter vos activités aussi vers ce type de dynamique-là. Maître Dany, vous en dites quoi? Oui, Madame Léna, vous êtes revenue. Oui, prenez la parole, Madame Léna. Madame Léna, vous avez la main levée? Oui, ok, merci beaucoup. J'abonde dans le même sens que Maître Nadine. Et moi, ce que je me dis, c'est que la question environnementale doit être, c'est vrai, une question principale, mais elle doit peut-être être une question sous-jacente à toute politique dans le pays. Par exemple, quand on veut construire une route, l'infrastructure veut travailler, qu'ils réfléchissent. Quand on aura tracé une voie par ça, est-ce qu'on aura détruit l'environnement? Est-ce qu'on nous aurons abattre des arbres? Quel peut être l'impact environnemental? Quand nous prenons l'agriculture, en faisant ceci, parce que l'agriculture aussi, c'est l'un des secteurs qui impactent négativement la question, l'environnement et l'écologie. En réfléchissant, en faisant toutes ces grandes étendues, quel peut être l'impact environnemental et comment atténuer ça? Quand nous disons, nous faisons, dans toute question, que le gouvernement, de façon transversale, puisse toujours voir en soubassement, est-ce que nous allons impacter négativement le secteur environnemental et comment faire déjà pour atténuer. Donc, il y a un plan, un peu comme on fait un plan d'atténuation pour le secteur minier, qui est un plan d'atténuation pour chacun des secteurs en se disant, puisque je peux avoir un impact
écologiques négatifs, comment je vais atténuer, comment je vais régler ça? Merci, docteur. Ouais. Donc là encore, je vois encore la nécessité vraiment d'avoir des spécialistes et un bon débat, un bon débat sur ces enjeux. Et donc, une réflexion, on doit avoir une réflexion permanente sur ces enjeux. Donc, on voit cette dynamique, hein, on voit cette dynamique déjà au niveau gouvernemental, de garder le débat, la discussion. J'imagine que dans les ministères de l'Environnement et consorts ou interministériels, on discute, j'imagine, je ne sais pas trop, mais aussi de garder cette réflexion avec la société civile, qui a un regard extérieur à l'action gouvernementale, parce qu'à l'intérieur du gouvernement, qu'on fasse bien les choses, qu'on ne fasse pas bien les choses, bon, il y a toujours cette Justement, docteur, pour faire un bon contrôle citoyen, il faut vraiment l'implication de la société civile. société civile, tout à fait. Alors, Maître Léna, votre main est gardée ouverte, est-ce que vous la baissez ou bien? Docteur, Oui, juste une incise hein, sur la proposition de Maître Nadine. On devrait quand même aussi s'interroger sur la nature même de la société civile, hein, parce qu'on a eu à le remarquer que la société civile, dans sa forme pluridimensionnelle, ou si pas ambiguë, permettez-moi l'expression, euh, a du mal à se positionner lorsqu'il s'agit des intérêts, parce qu'il faut en parler. Les intérêts des investisseurs ou des industriels sont bien connus, et pour eux, ces intérêts passent avant ceux des communautés ou qui sont bénéficiaires des bienfaits de l'environnement. Alors, généralement, la société civile, nous savons tous, généralement, d'où elle tire la force. Alors, peut-être que je sais que c'est une bonne approche, mais on doit tenir compte de cet aspect-là pour identifier exactement C'est vrai. le contenu parce que la société civile elle-même elle est civile lorsqu'il faut justifier des fois c'est qu'elle reçoit des grands bailleurs, et elle l'est moins lorsque les communautés sont meurtries. Voilà. d'accord. Voilà mon petit commentaire. Ben oui, oui, C'est oui. vrai, Très c'est pertinent. vrai. Ça Très trouve son pertinent. sens. Alors, donc, dans le monde, il y a quelques exemples d'adaptation climatique. On nous dit un grand nombre de pays sont à l'avant-garde d'adaptation au changement climatique. Beaucoup font preuve d'une ambition. Le thème qui revient, c'est d'être ambitieux et d'une innovation hors commun malgré les ressources limitées. Dans le Pacifique, le petit État insulaire du Tuvalu a tiré parti des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ainsi que de quelques 270 000 mètres cubes de sable pour gagner sur la même bande de terre. Bon, voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites. Hein. C'est un État qui menace de disparaître face à la montée de la mer. Vous voyez que pour s'adapter, ils vont construire 270 000 mètres cubes de sable, voilà, pour que la mer ne déborde pas, aussi de contenir la mer. Et puis, on va voir que cet État-là a voulu poursuivre, je ne sais pas qui, ils ont voulu poursuivre peut-être les États-Unis, je pense,
à cause de leur réticence à lutter, leur résistance à lutter contre les changements climatiques qui menacent, dont ils sont victimes, sont menacés de disparaître. Alors, parlons maintenant de l'atténuation. Alors, l'atténuation, comme on l'a dit, réduit les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la progression du réchauffement climatique. Le gouvernement ivoirien se met en première ligne et ils appellent toutes les caméras pour les filmer et montrer leur investissement dans l'atténuation des changements climatiques. Nous, Côte d'Ivoire, la fierté ivoirienne, comme le bâtonnier l'a dit, nous, en Côte d'Ivoire, écoutez, on ne va pas détruire cette planète. Donc, cela s'opère en agissant à la fois sur les sources d'émissions, par exemple, passer aux énergies renouvelables, les voitures électriques, améliorer les transports, et sur les puits de carbone, protéger les forêts. Donc, c'est une stratégie qui est complémentaire à l'adaptation. Donc, il est question de réduire ou éviter les gaz à effet de serre. On va réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou développer des puits de carbone qui les éliminent dans l'atmosphère, les forêts. Donc, l'atténuation des effets du changement climatique fait référence aux mesures, quelles qu'elles soient, prises par les gouvernements, les entreprises ou même les individus, vous et moi, pour réduire ou éviter les gaz à effet de serre. Alors, j'ai vu mes enfants ici, je ne sais pas ce qu'on leur a dit à l'école là-bas, mais je les ai vus planter, je ne sais pas si c'est planter un arbre ou quoi là, dans un petit bocal là. J'imagine que c'est ce qu'on leur a appris à l'école. Donc, à titre individuel, leur contribution à diminuer le réchauffement climatique. Donc, les gouvernements, les entreprises, les individus. Donc, ces gaz qui vont piéger la chaleur du soleil dans l'atmosphère et la réchauffent. Donc, voilà l'explication. Depuis le début de l'ère industrielle, 1850, les activités humaines, notre industrialisation, a entraîné la libération des gaz à des niveaux alarmants qui vont provoquer le réchauffement de la planète et un changement, un dérèglement du climat. Donc, à mesure qu'on s'industrialise, nos émissions augmentent. Alors, quelles sont les solutions qui sont préconisées? Alors, un, se détourner des combustibles fossiles. Ouais, là-bas, les mesures sont graves, les solutions sont graves. On dit d'abandonner le pétrole, le charbon, alors, les combustibles fossiles sont la principale source de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire et au Sénégal, dans beaucoup de pays, là, on continue à découvrir des réserves de pétrole. Et on l'annonce à la télévision. Parce que le pays, ses réserves, on va les exploiter. Et puis, vraiment, c'est l'Eldorado. Le pays sera un Eldorado. Donc, on continue à découvrir ces réserves, alors que
on est dans une ère post-pétrole. Installation. On est dans une ère post-pétrole. Alors, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, parce que pour la Côte d'Ivoire, j'ai bien suivi. J'ai suivi ces grandes annonces de ministre du pétrole à la télévision. Vraiment, la Côte d'Ivoire a découvert, hein, vraiment, les Ivoiriens, c'est la richesse assurée. Et quand on le dit à la télévision, parce que les Ivoiriens, ils aiment bien la fierté ivoirienne, ils aiment bien ça, ils aiment bien la richesse. Et si ces nouvelles que le gouvernement propage, écoutez, vraiment, on est riche. On a découvert encore beaucoup de pétrole, vraiment, qu'on va exploiter pour 100 ans. Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Alors, mais comment dire à ces mêmes autorités de se détourner de cette richesse? Donc, le discours international est à abandonner la richesse. Donc, pour la Côte d'Ivoire, il est clair, on lui dit d'abandonner sa source de richesse. Il est essentiel pour la Côte d'Ivoire de passer à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, aux énergies alternatives et d'acheter ces véhicules durables comme le gouvernement a acheté. Alors donc, monsieur le bâtonnier, parce que le cas de la Côte d'Ivoire va nous intéresser, voilà les mesures internationales qui sont préconisées. Comment la Côte d'Ivoire réagirait à cette recommandation internationale de tourner le dos au pétrole? Enfin, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis, on est en face d'un dilemme cornélien. Encore si c'était dans l'intérêt, je dis, alors comment envisager de se développer à partir de nos énergies fossiles qui sont effectivement très, très prometteuses et qui nous transportent de joie pour l'instant, et puis comment ça concilier avec... alors, c'est le langage... alors, soit on s'aligne sur la communauté internationale pour dire, bon, c'est dans l'intérêt de nos enfants, c'est dans l'intérêt de la maison, mais comme on voit que dans la maison, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et qu'il y en a qui sont dans les chambres de bonne, tandis que d'autres sont dans les penthouses, tout et tout. Et comme on voit comment les États-Unis se comportent, les puissants se comportent, et qui sont puissants parce qu'ils ont du pognon, et que nous, cette manne va nous permettre également, toutes choses étant égales par ailleurs, proportionnelles, nous aussi on va gagner en puissance. J'ai presque envie de dire, pour être réaliste, moi j'aurais dit, bon ben écoutez, on va atteindre au moins un niveau de développement, et puis peut-être après on va penser à l'intérêt général, vu que ceux qui préconisent, on a vu, ceux qui préconisent ne le font pas. Voilà. Donc, c'est même pas... Oui, c'est un choix cornélien quand on veut rester pur. On veut penser à l'intérêt de nos enfants, de ceux qui ne sont pas encore nés de notre pays. Mais entre-temps, on n'a pas les moyens d'eux. Alors, on n'a pas les moyens d'eux. Et surtout que la communauté hypocrite est absolument hypocrite. De la même façon qu'elle vous dit renoncer à l'énergie fossile, c'est eux, ce sont ces pays-là qui sont en légion sur nos bandes lagunaires ici, même maritimes, à faire des forages. Alors c'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors je pense qu'il y a un double langage ici qui ne doit pas nous échapper. On doit être focus sur le but. Le but, c'est de sortir de là. Et puis peut-être se donner les moyens à travers l'argent qu'on va avoir, se donner les moyens pour construire, pour faire toutes les infrastructures que nécessite une atténuation. Oui, continuons, mais atteignons, adaptons-nous.
mais on ne peut pas y renoncer. C'est notre part que Dieu nous a donnée. On ne peut pas renoncer à ça pour leur faire plaisir. On ne peut pas. Voilà. Et ça, je suis plus patriote qu'autre chose, quoi. On ne peut pas. Voilà. Très bien. Très bien. Merci, 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 monsieur le bâtonnier. Voilà, on est en plein cœur de nos politiques environnementales, du choix de nos États entre se développer et protéger le climat ou se développer en protégeant le climat ou renoncer à se développer au profit du climat. Et qu'est-ce que vous auriez recommandé si vous Ah, étiez le Mali. conseiller de M. Biya? Ah. Je devine, mais Mali. je devine, mais j'aimerais être sûr. Non, moi je ne serai pas conseiller Bon, de ben, M. Biya. si Je votre suis, voix... moi Si votre voix... Oui. Je suis opposant du ministre camerounais de la Justice. Et je lui ai envoyé ce message. Je lui ai envoyé ce message que je suis son opposant. Parce que je ne suis pas satisfait de comment la justice est administrée dans mon pays. Bon, Bon, voilà. ça, c'est tout le monde. Mais pour ce problème en particulier, ce choix... Non, je m'aligne carrément à votre réflexion. Ah ben, Je m'aligne voilà, carrément. j'ai eu peur d'être trop... voilà. Non. Mais je pense que c'est la position que même mon fils aurait aussi. Non, non, je m'aligne carrément. Le développement, c'est notre priorité, là. C'est la priorité de nos États. Donc, écoutez, on ne met pas en berne notre priorité. Je m'aligne totalement. On se développe. Oui. Non, j'ai essayé de chercher comme vous la dernière fois, je n'ai pas pu. Je pense que vous avez des arcanes de recherche bien plus fournis que moi. Euh, cette disposition, vous savez, vous nous avez raconté qu'au niveau de la COP 28, vous nous avez raconté, non, vous nous avez enseigné qu'au niveau de la COP, on a dit aux pays africains, on va vous donner tant de francs. Et je m'interrogeais de savoir si c'était une contre-lettre, tout et tout. Et vous avez dit qu'en fait, il y avait une disposition, une clause statutaire que les gens avaient signée pour dire que cet argent, quoique promis solennellement, ne peut pas être regardé comme une cause de mise en jeu de leurs responsabilités, parce que ça n'ouvrait droit qu'à une simple promesse qui caresserait simplement, qui aurait vocation simplement à caresser leurs oreilles, mais pas à remplir leurs poches. J'ai essayé de la chercher, je n'ai pas trouvé. Oui. Mais j'ai vu une lecture qui en parlait également et qui parlait d'un arc du siècle, mais c'est un peu flou. Bon, ça encore conjugué, ça encore mis en cause, mis en plus dans la réflexion, ben, on ne va pas leur faire ce cadeau-là de refuser nos énergies fossiles pour aller faire un développement éolien, encore qu'on n'a pas les infrastructures qu'il faut. Voilà, on a du soleil, mais on n'a pas les infrastructures qu'il faut. Voilà. Tout à fait. Mais moi, je pense que justement, il faut parfois se méfier. Hein. Moi, je pense qu'il faut parfois se méfier des Occidentaux. Hein. C'est pas se méfier de leur discours. Moi, je crois qu'il faut parfois se méfier de leur discours et puis privilégier. Alors, Maître Nadine a parlé de domestiquer. L'idée de Elle a bien raison. domestication. Voilà. Bien raison. Absolument. Voilà. Et donc, on prend tous ces discours, on met sur notre table de discussion. Donc, on domestique, effectivement, on domestique ce discours. Alors, pour un gouvernement, est-ce que ce qu'on nous demande là est faisable? Donc, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, pas tout de suite. Et c'est ce que les Chinois ont dit. Ils ont programmé la décarbonation de leur économie sur 60 ans.
Oui, on va le faire, mais progressivement. Ça, c'est la réponse chinoise. Améliorer l'efficacité énergétique. Hein. Vous voyez que ça, c'est des solutions très occidentales, consommer moins d'énergie. Alors, nous n'avons même pas. Il faut encore produire de l'énergie. L'industrie, les espaces publics, la production, transmission d'énergie, les transports. Vous voyez, des solutions très occidentales. Alors, pourquoi l'atténuation est-elle nécessaire? En réduisant les émissions de CO2, on diminue les risques de dérives climatiques et de leurs conséquences graves. Donc, on essaie de contenir le phénomène. Alors, lorsque le gouvernement ivoirien met 11 milliards pour s'acheter ses véhicules électriques et on appelle France 24 et toutes les chaînes du monde entier pour dire que, ben, écoutez, nous, on est en avant-garde. Alors, voyez-vous, mais quid maintenant de tous les véhicules de la Côte d'Ivoire? On a changé le parc automobile du gouvernement, mais maintenant, les véhicules de tous les Ivoiriens, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on passe du moteur thermique au moteur électrique? Ou est-ce que le gouvernement ivoirien joue le jeu de l'hypocrisie internationale? On montre ce qu'on fait dans le cadre gouvernemental et puis toute la société, on la laisse tranquille. Alors, donc, on nous dit que malgré les efforts, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, ce qui rend la lutte contre le changement climatique plus urgente selon les experts. Donc, en dépit de nos efforts, le résultat, le compte n'est pas bon. Alors, on a parlé de la substitution des énergies, développer les transports en commun, protéger les écosystèmes en plantant des forêts, etc. Alors, Léna nous a parlé de l'agriculture. Nous sommes dans des pays agricoles, ne l'oublions pas. Et au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut faire? Favoriser l'agroforesterie, encourager la production biologique et adopter des pratiques qui valorisent les sols vivants. Comment tout ça peut se faire dans nos communautés? Comment mettre en pratique ces changements dans nos villages, au village? On nous dit adopter des modèles de production et consommation qui réduisent le gaspillage et optimisent l'utilisation des sols. Comment mettre tout ça en pratique au village? Donc, je veux vous écouter là-dessus. Comment changer les pratiques agricoles dans le village de Maître Nadine? Comment est-ce possible, Maître Nadine?
Alors, je voulais poser une question, mais je réponds d'abord à cette question et réfléchissons sur ce que vous venez de présenter. Je crois que la grande stratégie devait aller dans le changement de comportement, dans le sens que la sensibilisation devait partir comment dire, d'une série de messages clairs sur l'autosuffisance alimentaire, sur la stratégie d'efficience et de suffisance dans la manière de vivre des villageois. Aujourd'hui, par exemple, je vais dans mon village, la culture elle-même, elle ne se fait pas. En fait, comment dire, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont comment dire, leur régime alimentaire n'est que viande, n'est que, je ne sais pas, ils ne font que des poulaillers et ils n'ont pas d'autre manière de vivre. Et moi, je crois que les mesures devant justifier le changement de comportement pour éviter les conséquences dans le changement climatique, ça devrait être regarder un peu la manière de cultiver. Notre sol est assez fertile. Ne pas abattre, par exemple, toute la forêt, parce que chez moi, c'est vraiment une grande forêt, et amener les gens à avoir une autre manière de manger, notamment des légumes, des légumineuses. Et ça permet aux gens de faire la culture, de labourer et de travailler le sol. Ça, c'est ma manière de penser sur la question de suffisance, la question de suffisance de leur sol. Et une autre stratégie, comment dire, devait être sur une approche communautaire, une approche globale, voilà, projet intégré dans une communauté. Ça veut dire mettre en avant la question écologique de manière à ne pas, comment dire, à ne pas fragiliser l'environnement, mais à essayer ensemble de faire bénéficier toute la communauté de cette richesse écologique de la forêt. Je suis de la forêt équatoriale. Voilà. Alors, vous voyez, un jour, j'ai regardé un reportage, quelque chose là, et puis on a montré la maison du président Tshisekedi au village. J'ai vu un petit reportage là, on a montré leur maison au village. Et leur maison au village ressemblait à toutes les maisons des villages. Et voilà, la maison du président, son grand-père, il consort là. Vous voyez? Ça ressemblait à toutes les maisons du village, de nos villages. Et ce qui était frappant aussi, c'était le développement de la localité. Vraiment, on était en milieu villageois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au village là-bas, il n'y a pas de route, le sol est. Donc, exactement où? Voilà le village du président de la République, qui ressemble à tous nos villages. Donc, il vient de là. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi? À cause du caractère culturel de nos pratiques agricoles. Vous voyez? Nos pratiques agricoles sont ancestrales. Ce sont des pratiques vieilles. Et le président de la République, et vous, Maître Nadine, et nous tous, nous venons de là, nous sortons de là. Et donc, ma réflexion, c'était de dire, mais maintenant qu'il est devenu président, comment
il peut transformer l'environnement que j'ai vu là, où il est né, il a grandi, son père, sa mère, son grand-père, tout le monde, ses cousins, toute cette communauté-là. Comment il peut transformer avec ce que nous sommes en train de lire là? C'est-à-dire que, alors, maintenant qu'il est devenu président, il a de belles lectures. Dans ces lectures, on lui dit que certaines méthodes agricoles libèrent de grandes quantités de méthane, tous ces gaz toxiques pour le climat. Donc, comment venir dire, ce qu'il va venir dire à ses cousins, à ses voisins, à ses co-villageois, que bon, écoutez, on a toujours cultivé comme ça, et puis, bon, écoutez, vraiment, c'est mauvais pour le climat. Voilà ce qu'il va dire, voilà la réalité. Est-ce qu'il va venir de leur dire, il va dire, non, écoutez, il faut qu'on change notre manière de pratiquer l'agriculture ancestrale. Alors, je suis devenu président. Maintenant, écoutez, ce que nos ancêtres ont fait, que nos parents ont fait, on va changer tout ça. On va adopter des pratiques agricoles régénératives, qui sont bons pour la santé des sols, qui vont réduire les émissions, notre élevage. On va venir avec de nouvelles techniques pour rendre tout ça conforme aux nouvelles idées. Donc, bref, on va pratiquer désormais une agriculture durable. Donc, j'essaie de voir. C'est le caractère réaliste que je suis en train de viser ici. Le caractère réaliste que je suis en train de viser. Parce que le discours, vraiment, le discours, lui, il est impeccable. Mais maintenant, comment changer? Je regarde nos problèmes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous sortons de ces milieux-là. Nous sortons de là. Et par notre discours, nous voulons transformer les milieux dont nous sommes issus. Et dans un secteur comme celui de l'agriculture, venant des milieux dont nous sommes issus, comment provoquer ces changements-là? Je m'interroge vraiment parce qu'au village là-bas, c'est la grand-mère, c'est encore la grand-mère qui est là-bas, c'est les grands-oncles, c'est... Voilà. Donc j'initie un peu la discussion. Peut-être Maître Nadine a une idée quand elle va... Maître Nadine, j'ai vu vos images où vous faites les descentes sur le terrain avec des bottes et des casques et tout ça là. J'imagine que vous allez dans ces villages-là. Bien sûr que j'y vais, c'est vrai pour les audiences foraines, pour accompagner la cour lorsqu'elle y va, mais on connaît un peu comment vivent ces gens, on connaît un peu leurs habitudes. Et c'est ce que je disais, pas seulement dans le cadre, comment dire, agricole, mais de manière assez globale. Et comme vous venez de parler un peu de la culture archaïque, mais comment on pourrait encore, comment dire, moi je me dis tout part de la superstructure. Tout commence par l'information. Et à cette superstructure, on ajoute les infrastructures, tous les engins qui vont avec pour changer la typologie de leur culture. Parce que c'est des gens qui vont trop loin en milieu de forêt, ils abattent les arbres, ils les brûlent,
pour avoir du bon bois et pour essayer un peu d'avoir plus d'espace. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais maintenant, ces mêmes bois constituent une richesse. En principe, ces mêmes bois constituent une richesse, pas seulement pour la communauté, mais aussi, je reviens sur quelque chose que l'honoré bâtonnier disait par rapport à, comment dire, au pétrole. Hein, je crois que c'était ça. Et moi, je voulais dire, bon, c'est vrai, les États africains, nos villages ont toutes les ressources qu'ils ont. Mais si nous n'avons pas d'infrastructures qu'il faille, pourquoi pas en faire une source, pas de troc, mais une source de richesse pour en faire des échanges commerciaux gagnant-gagnant. Pourquoi pas? Ça, c'est un point de vue, du point de vue économique. Du point de vue social, bon, je disais encore tout de suite là, que arriver à faire changer le comportement, c'est vrai que c'est un processus, arriver à demander aux gens de faire des cultures euh, qui soient des cultures qui prennent plus de temps. Comment on les appelle, docteur? Pas des légumes, pas des légumes derrière la maison. Les cultures vastes comme le café, comme le cacao, par exemple. Oui. Le verger. Oui. Pardon? Le Ouais, verger. Le verger. exactement. Amener les gens à avoir cette culture-là. Et moi, je me dis, c'est ça, le changement viendrait de là. On ne devrait pas faire du sol, en mon sens, hein, une source d'appropriation intégrale de manière à ne pas en jouir. Et c'est là que moi, je pense que je pourrais même leur dire, bon, vous voyez, votre sol, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire du cacao, il y en a qui font du café, il y en a qui peuvent faire du maïs et vous pouvez commercialiser, vous pouvez transformer. Tout ça, c'est des conseils maintenant global pour essayer de changer de vie tout en leur demandant de protéger l'environnement. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on nous dit que l'agriculture est en première ligne ou est actuellement première cause de déforestation dans le monde. Et que transformer nos systèmes alimentaires de façon à ce que l'agriculture n'ait plus de répercussions sur les forêts et la biodiversité est sans doute un défi complexe. C'est pourquoi je me suis justement interrogé sur notre capacité à changer nos systèmes agricoles ancestraux. Donc, c'est des questions qui méritent d'être débattues constamment. Et d'être tropicalisées, Maître Nadine. Finalement, le mot de la fin, c'est domestiquer, comme vous l'avez dit, ou tropicaliser. C'est ça. Alors, donc, voilà, cher ami, ce que nous avions prévu pour la conversation. Ce jour, nous avons encore 15 minutes pour discuter. Allô, docteur. Oui, bâtonnier. Merci beaucoup, merci. J'étais en train de vous suivre un peu religieusement là, mais je me Je t'en dis prie. que ça fait 2 ans que j'ai entrepris certains projets dans mon village. Mhm, Je plante le palmier, je suis déjà à plus de 60 hectares, mhm. visant à aller jusqu'à 100. Donc, mais de l'autre côté aussi, on m'avait conseillé de combiner avec l'élevage. Mhm. Mais au fur et à mesure que nous apprenons
ce cours, je me rends compte que il est fortement découragé parce que l'élevage serait aussi à la base de l'échauffement climatique. Et là, je ne comprends pas très bien comment suis-je en train de commettre des crimes. J'aimerais que vous puissiez un peu m'éclairer là-dessus pour voir si je peux abandonner cet aspect. Parce que du côté agriculture, bon, je reboise en même temps. Quoi qu'on est en train. Et effectivement, bon, en plantant le palmier, je crois on a aussi on joue un bon rôle. Mais s'agissant de l'élevage, je commence à développer une crainte au fur et à mesure que nous évoluons. C'est pas concrètement qu'est-ce que ça fait, le fait d'élever. C'est pas, bon, voilà, je n'ai pas bien compris. Peut-être la classe peut, ensemble avec vous-même, m'éclairer davantage et me conseiller parce que j'élève des vaches. C'est Oui, pas oui, quelle attitude, oui, voilà, c'est oui. ça celle de ma préoccupation. Alors, moi, je crois que de manière générale, pour les réflexions sur les, les enjeux environnementaux sur le continent, et il y a l'aspect coût et bénéfice. Parce que vos craintes sont environnementales. Donc, on le met dans les coûts. La facture environnementale ou l'empreinte environnementale de votre projet. Alors maintenant, quels sont les bénéfices économiques et sociaux? Quels sont les bénéfices économiques et sociaux? Donc, on imagine, puisque vous êtes avec votre balance, monsieur le bâtonnier, c'est le symbole de la justice. Avec votre balance, vous mettez dans votre balance de la justice, vous mettez d'un côté économie, avantages économiques et sociaux, et de l'autre côté, vous mettez inconvénients, impact environnemental de votre projet. Exact. Et donc, alors, selon nos enseignements, il est question ici de ne pas renoncer à votre activité, non? Mais Mhm. de hein, de pratiquer un élevage durable, Mhm. c'est-à-dire de voir comment réduire, diminuer, comment atténuer, si on va emprunter la terminologie, comment atténuer les émissions nocives liées à votre activité. C'est ça l'enjeu maintenant, Mhm. pour que, oui, vous meniez votre activité, mais qu'elle soit moins nocive. Donc, il y a des techniques, hein, donc il y a des techniques pour pratiquer un élevage durable. Ok. Et c'est donc cette information que vous devez chercher. Mhm. Donc, au regard des avantages, il n'est pas question de sacrifier, hein, il n'est pas question de sacrifier ces avantages pour vous-même et pour la communauté, pour vous-même, les bénéfices que ça va apporter, que cette activité va apporter à la collectivité. Donc, l'effort que vous allez faire, c'est simplement de voir quelles sont les techniques qui existent pour minimiser votre impact, l'empreinte environnementale de votre projet. Ok. Mais là, je réalise il y avait aussi un déficit d'expertise dans les chefs du service de l'environnement que j'avais contacté pour les permis d'exploitation. Voilà. Parce que, voilà, donc, Donc, jusqu'à mon obtenu le permis effectivement, d'exploitation. c'est le problème que nous Mhm. avons posé. C'est le problème que nous Mhm. avons posé de former. Ça, on l'a dit, qu'à l'échelle nationale, il faut créer ces instituts scientifiques pour former notre personnel.
Alors, voyez-vous aussi si dans votre communauté, là, dans l'arrondissement ou au département, il y a les responsables, les responsables administratifs techniques ne sont pas assez outillés. Voyez-vous? Oui, Alors, cela suppose que vous devez aller plus loin. S'ils sont pas à l'échelle, à l'échelle, à l'échelle, vous allez regarder à l'échelle nationale pour voir les quelques experts qui existent. oui, oui. Alors, je vais vous donner un peu mon expérience. J'ai une expérience personnelle. Lorsque je me formais aux droits de l'homme dans les années 2000 au Cameroun, dans les années 2000, je me formais aux droits de l'homme et je m'étais heurté à la question d'expertise. Il n'y avait pas suffisamment d'experts sur ces questions. Alors, je travaillais dans un département là, une petite ville là, mais à côté, il y avait l'université de Chang, par exemple. Et puis là-bas, il y avait vraiment un rare expert, un rare professeur. Et j'ai tout fait pour aller le rencontrer. Bon, je n'ai pas été satisfait, vous voyez, au niveau provincial, là, local. J'ai dû aller à l'IRIC, à Yaoundé, où il y avait un autre expert qui était connecté sur ces enjeux avec, avec, avec hein, des professeurs que vous connaissez, Frédéric Sudre. Celui-là, il avait fait sa thèse de doctorat avec Frédéric Sudre, l'un des éminents dans le domaine des droits de l'homme. Donc, je pars de ce point où je travaillais pour aller voir ce professeur de lyrique pour essayer, vous voyez, on est à la recherche de solutions. Hein. J'étais à la recherche de solutions, je voulais construire mon expertise. Donc, je fais ce voyage, j'ai réussi à rencontrer ce monsieur, je demande son téléphone et tout. J'ai réussi à le rencontrer pour lui dire mon intérêt à développer le savoir sur les... Bon, j'ai un petit rendez-vous avec lui, mais ça ne va pas plus loin que ça. Voyez-vous? Donc, je peux comprendre que on est obligé d'aller loin et très loin pour obtenir les conseils qu'on a besoin, malheureusement. Aujourd'hui, les choses ont peut-être changé aujourd'hui, les choses ont peut-être changé dans ce secteur, ça s'est développé, mais vous voyez, on continue à avoir ce besoin, par exemple, dans le domaine de l'environnement. La situation que je décris en ce qui concerne les droits fondamentaux il y a 25 ans au Cameroun, c'est celle-là que vous vivez aujourd'hui, présentement, en 2025, à RDC, dans le domaine des changements climatiques. Où on a besoin, le pays a besoin de développer une expertise. Donc, on va dire, heureusement, aujourd'hui, avec le numérique, on peut contacter les experts partout dans le monde, obtenir, et puis il y a la littérature aussi, pourquoi pas. Donc, effectivement, bâtonnier, mais continuez votre projet, je pense qu'il faut le mener. Et juste, C'est ça. voilà, que vous voulez être quelqu'un de correct, moralement correct, responsable, intégrer une dose climatique dans le projet. Merci, je le ferai en tout cas. C'est ça. Alors, il nous reste... alors, bâtonnier Claude. On va voir la question du financement demain. Oui.
Oui, et puis je vais chercher la référence dont j'ai parlé là. Je vais essayer de la... Je sais que je l'ai dans mes travaux là. Je l'ai. Je vais essayer de la retrouver. Peut-être pour demain ou dans la semaine. Si je ne la trouve pas d'ici demain, dans la semaine, dans le forum là, je vais vous poster quelque chose. Je sais qu'en regardant les documents sur lesquels j'ai travaillé, je vais la retrouver. Alors, s'il n'y a plus de questions, on se retrouve demain pour aborder le chapitre 4. D'accord. Qui portera justement sur le financement. Merci, docteur. C'était chaud quand même aujourd'hui. Hein? Oui, très intéressant parce qu'on touchait